22 décembre. Alors c'est parti. Les Cascodeurs Podcast, épisode interview spécial biais cognitif avec Muriel Ekovic et Katia, que je vais laisser l'idée l'échange. Oui, Mais déjà, Muriel, merci Muriel d'être avec nous, voilà. il n'y a pas de jingle du coup dans celui-là. Ah si, mais carrément. Oui, Euh, parce que là j'ai l'impression qu'il Complètement manque quelque perdu en chose. fait. Ouais, on a un petit générique de début, donc hop, je le lance. Donc là maintenant, faut danser, voilà, c'est ça. Il fait 8 minutes 30, hein, garde l'énergie. Voilà, bonjour et bonjour et re-bienvenue dans ce podcast où on a Muriel qui va nous parler des biais cognitifs. Et donc un petit peu en Oui, dehors de notre domaine, mais quand même assez important dans notre domaine aussi, malgré tout. Voilà. exactement. Bah, du coup, merci. Bah, déjà, bienvenue Muriel. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis super heureuse que tu sois là. Juste pour situer un peu d'où c'est venue l'idée de ces podcasts. Pour ceux et celles qui étaient à Devox cette année, ou peut-être qu'ils n'étaient pas, vous n'étiez pas, mais vous avez pu suivre ce qu'on a discuté à propos peut-être de Luc Julia et de sa conférence, etc. Du coup, moi, ça m'a beaucoup interpellé le fait que mais justement après les debunks de Monsieur Phi par rapport les données et la conférence qui donnait en permanence et le fait qu'il y avait personne qui avait vraiment réagi dans la salle, ça m'avait beaucoup interpellé sur les constats de me dire est-ce que c'est des biais cognitifs qui nous ont empêchés de pouvoir faire face ou pouvoir se remettre en question par rapport à ce que Luc Juliette est en train de dire. Donc voilà, ça c'est venu de là l'idée et je me suis dit bah qui je connais qui est ultra experte dans ce domaine et donc j'ai la chance de connaître personnellement Muriel Ekovic qui est là avec nous et qui est donc t'es docteur en neurosciences cognitives mais je vais te donner la main pour te présenter parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Euh, Oui, eh bien, moi, au départ, je suis ingénieure de formation, donc j'ai une formation d'ingénieur. J'ai poursuivi après, en effet, avec un master de sciences cognitives et un doctorat de neurosciences cognitives. J'ai travaillé sur la prise de décision et l'adaptation de l'être humain à son environnement. Puis, Tiens, juste quand on dit neuro, quelque chose, que c'est vachement à la mode maintenant d'avoir neuro devant tout. Ça ouais. veut dire quoi? Ça veut dire vraiment... Parce que cognitif, on voit bien que c'est sur le cerveau. Mais du coup, neuro, ça veut dire quoi? La chimie du cerveau, la physique du cerveau? Pas forcément. Donc, ouais, Hmm. cognitif, les sciences cognitives, c'est les sciences de l'esprit humain. Et donc, ça peut Ouais, regrouper différentes sous-disciplines, hein, puisque ça peut regrouper, certes, des neurosciences, mais ça peut aussi être de la philosophie, de la linguistique, de la psychologie. C'est toutes les disciplines qui s'intéressent à comment on pense et ce qu'on pense. Les neurosciences, bah, c'est toute l'étude du système nerveux et ça peut être à plein d'échelles. Ça peut être à l'échelle moléculaire, cellulaire du système. Donc ça va ouais, du neurotransmetteur jusqu'à l'aire cérébrale. Et moi, dans mon cas, je me suis plutôt intéressée aux aires cérébrales. Pour faire simple, d'accord. en gros, j'ai regardé qu'est-ce qui s'allume, où ça s'allume dans notre cerveau quand on fait une tâche cognitive. Mais je suis pas allée regarder ni à l'échelle de la cellule ni à l'échelle de la molécule. Ouais, C'est pour ça que c'est voilà, donc des neurosciences cognitives, donc la pensée vue par l'approche neuroscientifique, neurobiologique. Mais d'accord. dans ma thèse, il y avait aussi un peu de psychologie expérimentale, de choses. C'était à l'intersection entre plusieurs disciplines et aussi des neurosciences computationnelles. Donc là, c'est vraiment les maths. Comment les maths peuvent. Comment est-ce qu'on peut modéliser en fait le fonctionnement d'un cerveau. J'ai aussi fait un petit peu ça pendant mon doctorat. hmm.
Des Ouais. sujets bien simples, hein, probablement. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire par rapport à ça? Aujourd'hui, tu travailles aussi sur les biais cognitifs et ces biais influencent notre quotidien, non? Ouais. Ouais, C'est tu ça que fais tu quoi? T'es fais? où maintenant, en fait? Ouais. Ouais. Ouais, alors pour finir un petit peu sur mon parcours et pour faire le lien aussi peut-être avec l'environnement numérique, après ma thèse, moi j'ai été chef de projet numérique, chef de projet digital dans le secteur de la EdTech, donc la technologie au service de l'éducation. Donc moi Hmm. j'étais pas vraiment sur la partie code dur métier, mais plutôt sur la partie justement comment on construit un site internet et c'est quoi le contenu dedans. Je travaillais aussi sur la prise de décision parce que c'était les choix d'orientation scolaire post-bac. Donc j'ai travaillé sur un algorithme d'aide à l'orientation pour les lycéens. C'est Et toi le maintenant, fameux qui a fait stresser tous les parents, là? moi, Comment il s'appelle? j'ai pas fait Parcoursup, hein. Ça, c'est pas moi. D'accord. Non, non, moi, j'ai contribué à faire un outil pour aider les étudiants à s'en sortir avec Parcoursup. Avec Ah, ok, d'accord, ok. ouais, donc dans ma vie antérieure, j'ai fait un petit peu ça. Là, moi, depuis quelques années, j'ai un peu plusieurs casquettes. Je suis formatrice en compétences relationnelles et comportementales, facilitatrice, ingénieure pédagogique, et je suis également improvisatrice et professeure d'improvisation théâtrale. Dans le cadre de mon métier de formatrice et de facilitatrice, notamment je suis allée je suis allée m'intéresser aux biais cognitifs à différents niveaux. Déjà, ça vient de mon parcours en sciences cognitives, donc j'avais déjà un certain nombre de connaissances autour de ce sujet. Ça venait aussi de comment est-ce que moi je m'approprie ce sujet déjà pour être une meilleure formatrice, une meilleure facilitatrice, pour être une formatrice moins biaisée ou mieux biaisée, mais on pourra en reparler. Et même pour former sur ces sujets-là, c'est-à-dire sensibiliser à, mais en fait, c'est quoi un biais cognitif, quels sont les biais cognitifs et comment ça impacte notre manière d'être en relation avec les autres ou avec le monde. C'est parfait parce que c'est vraiment la première question qu'on avait c'est quoi quand on parle des biais cognitifs, du coup, de quoi on parle exactement? Ouais, alors un biais cognitif, c'est un raccourci de pensée automatique et inconscient. Donc c'est, on va dire, une mécanique de notre cerveau. C'est quelque chose que notre cerveau fait de manière très automatique. Et pourquoi on a des biais cognitifs c'est principalement pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement et sans que ça Et nous moins coûte coûteuse trop en d'énergie. énergie. Ouais. Ouais. Et donc la première bonne nouvelle, enfin en tout cas la première nouvelle, c'est nous sommes tous et toutes biaisés. Et c'est une bonne nouvelle parce que nos biais nous permettent, dans la majorité des cas, de nous adapter très rapidement et de prendre des décisions ou de percevoir notre monde très rapidement. Il y a juste une petite aparté, parce qu'il y a. Alors, je sais pas si c'est raffiné, mais il y a une théorie autour de l'autisme qui vient de gens du Canada qui explique que l'autisme, justement, c'est des choses où, au lieu d'avoir des mécanismes automatiques, ils sont obligés d'aller conscientiser tout un chemin qu'on a, nous, de manière automatique. Et donc, c'est évidemment épuisant pour ces personnes-là. C'est pour ça que, des fois, socialement, elles sont là, genre, c'est bon, j'éteins, il est midi 15, j'en peux plus. Voilà, juste pour Ouais. info. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Nous, quelque chose qu'on fait très automatiquement, c'est de lire une émotion sur un visage. Nos cerveaux sont très programmés pour ça. Et ça, souvent, c'est quelque chose c'est un déficit chez les personnes qui sont sur le spectre du trouble autistique et qui, du coup, doivent consciemment regarder le visage et se dire, là, elle plisse les yeux et elle renfrogne, donc elle doit être en colère. Donc, ma réponse adaptée à ce signal, ce serait ça. Et donc, il Ouais. se retrouve à devoir faire consciemment ce que nous, on perçoit inconsciemment tout de suite. Du coup, c'est pour ça que ça existe, hein, et ça touche tout le monde et c'est une bonne chose. Mais voilà, il y a du coup, Il y a des conséquences quand même, il du y a coup. des conséquences aussi qui sont pas forcément toutes positives. Mais du coup, dans le quotidien, c'est quoi le biais cognitif qui sont plus pressants, qui nous affectent le plus?
Bah, ça dépend parce qu'ils sont tous là. Peut-être je vais faire un préambule avant de répondre à cette question pour réexpliciter. En fait, nos biais cognitifs nous permettent de prendre enfin, de prendre des décisions rapidement, mais ils ont émergé aussi à un moment où nos cerveaux évoluaient dans un environnement assez stable et prévisible et prédictible et dans un environnement plus simple que l'environnement complexe dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, en fait, on peut comprendre que dans un environnement où les choses, elles bougent pas trop ou pas trop vite, où il n'y a pas trop de complexité, en fait, bah, la majorité du temps, mes raccourcis de pensée vont être justes, vont tomber justes. Mais aujourd'hui, dans un monde où ça change beaucoup plus vite, c'est plus complexe, eh ben, on favorise les erreurs et donc nos raccourcis de pensée peuvent nous amener à avoir des décisions ou des pensées ou des perceptions erronées. Et ça, à mon sens, ça ne vient pas du fait que notre cerveau fait les choses mal, mais ça vient que notre cerveau n'évolue pas aussi vite que l'environnement auquel il est confronté. Et donc, il va lui falloir du temps pour s'ajuster à un environnement très, très volatile. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour répondre à ta question, Katia, c'est que on peut classer les biais, on va dire, en quatre grandes familles de biais. Il y a des biais de perception, les biais d'interprétation, les biais de décision et les biais mnésiques, les biais de mémorisation et qui sont en jeu tous. Les biais de perception, c'est en fait, je vais être biaisée sur ce que déjà je vois ou je perçois. Si j'étais pas du tout biaisée, c'est-à-dire si je n'avais pas de filtre dans ma perception, ça veut dire que mon cerveau verrait tous les signaux qu'il capte. Et ça, c'est impossible, c'est beaucoup trop fatigant. Et donc, mon cerveau automatiquement filtre et me fait être attentif à certaines choses et pas à d'autres. Et donc, déjà, ma perception du monde est biaisée. Pour donner un exemple, je ne sais pas si par exemple vous êtes en train de vous dire ah peut-être il faudrait que je m'achète un vélo. Eh bien vous commencez à avoir cette pensée de vélo, et ben votre cerveau va vous faire voir beaucoup plus les vélos dans la rue que d'autres personnes parce que du coup comme vous avez un intérêt, enfin votre cerveau a un intérêt à capter cette information-là, il va voir les vélos beaucoup plus. C'est Euh, marrant, j'ai envie de raconter un truc. Quand je suis arrivée à Paris, tout à coup, j'avais 27 ans et je commençais à avoir énormément de femmes enceintes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Et en fait, c'est pas ça. C'est le taux de natalité qui est beaucoup plus élevé C'est vrai, à en Paris. France et à Paris qu'en Madrid, hein, où Tout j'étais n'est au pas un Pays biais, Basque. c'est ça que tu nous dis. Mais sur le coup, j'étais genre, pourquoi je vois des femmes enceintes tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Et ça te questionne par rapport à ça. Mais je crois que aussi, oui, c'est clair, dès le moment que tu commences à voir les choses beaucoup plus, en fait. J'ai déjà expérimenté ça. Oui, tu commences à voir les choses, Mm. enfin ton cerveau va te montrer les choses qui sont importantes pour toi ou qui te questionnent ou qui sont voilà, qui sont un sujet pour toi à ce moment-là, quoi. Donc déjà, nous ne voyons pas le monde tous et toutes avec les mêmes lunettes. Mm. Ça déjà, c'est un biais, quoi. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de biais d'interprétation, c'est-à-dire qu'on va donner un sens aux choses qu'on voit. Et la majorité du temps, on va tomber juste, hein. C'est-à-dire que par exemple, si on voit enfin, c'est ce qui nous permet par exemple de mettre des mots sur les choses aussi. De se dire une chaise c'est une chaise, bah, j'interprète que ce que je vois c'est une chaise. Et donc je peux mettre un mot dessus. Mais déjà nommer quelque chose d'une certaine manière, c'est déjà l'interpréter. Puis nos biais de décision, ça va être bah, du coup, en fonction du monde que je perçois, qu'est-ce que je choisis de faire, comment j'agis. Et donc, par exemple, bah, je vais choisir de m'asseoir sur une chaise. Et heureusement que je me pose pas la question consciemment de est-ce que ça c'est bien une chaise, est-ce que c'est solide et qu'à chaque fois que je m'assieds sur une chaise, je vérifie que je vais pouvoir m'asseoir dessus. Bah non, automatiquement, je fais la décision de je m'assieds et dans 99% des cas, ça se passe bien. Et j'ai pas besoin de questionner ce comportement-là. Mm. Et Et puis là, ils enfin, sont super bas niveau, hein, ceux que tu nous montres. Tu vois, quand tu dis je reconnais une chaise. Tu vois, moi, ouais, par exemple, je pensais à
Et je vois un monsieur avec un sac à main qui court et une vieille dame qui lui court derrière. Donc j'interprète, tu vois, que en gros, elle s'est fait voler son sac à main. Après, si ça se trouve, il est en défense et il essaie de se sauver. On sait pas quoi. Oui, Ça peut ça va être être de plus, ça c'est plus haut niveau, tu vois. tout à fait. Mais c'est là où enfin, c'est intéressant, c'est que les biais, la majorité du temps, c'est énormément de décisions inconscientes. Hmm. En fait, il y a peu de choses qui montent à notre niveau conscient, qui vont être des interprétations de plus haut niveau. Mais en réalité, mes réflexes vont être très inconscients. Et ça vient aussi tout ça vient aussi de l'expérience et du vécu que j'ai. Parce que je me suis assis plusieurs fois sur une chaise, je ne questionne plus le Ouais. fait de m'asseoir sur une chaise. Mon cerveau a appris ça et il a automatisé ce truc-là, quoi. Et il a mémorisé. C'est aussi un certain nombre de biais mnésiques. On se rend compte que pareil, notre mémoire, en fait, elle est filtrée et elle retient les choses qui sont importantes pour nous et pour notre survie. Les personnes qui ont un trouble d'hypermnésie, donc qui se souviennent de tout, en fait, c'est terrible parce que ça veut dire que pour leur mémoire, il n'y a plus de hiérarchie et de priorisation. C'est-à-dire que c'est au même niveau, ils vont se souvenir ce qu'ils ont mangé au déjeuner le 15 décembre 2022, bah, ça va avoir la même importance que le jour où ils ont obtenu leur baccalauréat. Et donc, on a besoin aussi de filtrer la mémoire et donc elle est biaisée vers les événements importants. Et dans la majorité des cas, c'est une bonne chose. On est content que notre cerveau fasse ça. Du Tiens, il coup, y a on a une Bruce qui nous question. pose une. Oui, Ah, vas-y. Vas-y, Cathy. c'est à quel âge se forment les biais et est-ce que ça, on continue à les construire tout au long de sa vie? Le cerveau, il se développe jusqu'à très tard, hein. On estime qu'un cerveau, il est mature autour de 25 ans. Donc en fait, ça évolue vachement. Et en particulier, la partie du cerveau qui se développe en dernier, c'est le cortex préfrontal. Donc c'est la partie vraiment juste à l'avant du cerveau, qui est juste derrière le front. Et qui est la partie du cerveau qui nous permet de faire des choses cognitives de haut niveau, quoi. Donc prise de décision, planification. D'ailleurs, c'est un des arguments pour dire que les jeunes, les ados, sont assez mauvais en prise de décision ou prennent des risques ou des choses comme ça, mais ils ont aussi un appareil cérébral qui n'est pas encore mature complètement, hein. Oui, c'est pour ça que maintenant on parle même que l'adolescence, c'est pas juste jusqu'au ouais, à 18 ans, c'est fini, que ça se prolonge jusqu'au 24-25 ans, que c'est vraiment la fin, sachant qu'il y a un pic avant, Au mais début, que quoi. la Ouais, fin officielle, c'est vraiment beaucoup plus tard de celle qu'on a dans la tête. Ouais. Et donc, en fait, notre cerveau continue à évoluer. Et après, les biais cognitifs, ils font partie des régions automatiques de nos cerveaux. Ce que Daniel Kahneman, c'est vraiment le chercheur qui est le père des biais cognitifs. C'est vraiment lui qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et étudié, recherché et formalisé les choses. Où il part du système 1 et système 2. Le système 1, c'est toutes nos pensées Fast and automatiques et slow, c'est ça. réflexes. Ouais. Ouais, enfin, c'est. Oui, c'est le bouquin de Ah oui, je Kahneman. sais plus quoi. Ah, c'est le Euh, bouquin de Kahneman, d'accord. ouais, Non, il me semble. Ok. enfin, ils sont deux. C'est Kahneman et Tversky, si je dis pas de bêtises. Faudra aller vérifier. Ouais. Ok. Vérification des sources, important. Ouais, ouais, donc il identifie donc système 1, système 2, le système 1 qui va être réflexe et le système 2 qui lui est le système conscient, raisonné, beaucoup plus lent. Et nos biais cognitifs, en fait, ils appartiennent à notre système 1, qui est la partie très primitive de notre cerveau. Donc en fait, c'est des mécaniques qui se mettent en place très tôt. Et en fait, c'est plutôt notre capacité à raisonner, à planifier, à, voilà, à imaginer des stratégies, à se projeter dans le futur. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver plus tard et qui vont inhiber, on va développer la capacité à inhiber nos réflexes et à développer une pensée critique et à penser sur notre pensée, à faire de la métacognition.
Du coup, en fait, en parlant du biais, par exemple, dans l'environnement numérique dans lequel on est-ce que ça renforce certains biais plus que d'autres? L'effet de vivre en tant que, avec toutes les technologies qu'on a autour de nous aujourd'hui. Ouais, et puis tiens, juste je vais rajouter, parce que j'avais quasi la Ah, même question, mais je me excusez-moi. suis dit, est-ce que du coup, tu as vu des recherches où on s'est dit, bah, les biais, oui, ils ont toujours été là, mais ils se sont vraiment accélérés dans les 10 dernières années, 20 dernières années. Est-ce qu'il y a 50 ans ou 60 ans, du coup, il y avait, peut-être le cerveau était plus en adéquation avec l'environnement, et que là, il y a des choses qui ont vraiment bougé, qui font qu'il y a la désadaptation dont tu parlais, au début. Bah, ma première réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les études récentes disent. Euh, ce qui est sûr, c'est que le numérique devient un environnement dans lequel évolue notre cerveau. Donc, c'est aussi un nouvel environnement qui est un peu particulier. Et, euh, et en plus, l'environnement numérique est un environnement qui fait beaucoup appel au cognitif, mais en fait très peu au corps, contrairement à l'être humain évoluant dans un univers pas numérique et pas virtuel. Donc je m'attends, oui, à ce que ça ait un impact et que du coup ça joue sur certaines choses et pas d'autres. Lesquelles, ça je saurais pas dire. Mais peut-être pour faire un parallèle, j'ai envie de faire un parallèle, une comparaison. Je vais faire le comparaison avec la digestion, avec l'estomac. Bah en fait, le cerveau est un organe, l'estomac est un organe aussi, qui est construit et qui a une fonction. Et en fait, bah, notre estomac, on l'alimente avec un certain nombre de choses, d'aliments, qu'il digère ou pas, ça passe ou pas, et il s'adapte plus ou moins. Bah, notre cerveau, c'est un peu pareil, sauf que c'est un autre organe, mais on le nourrit d'autres choses, d'informations, d'informations présentées d'une certaine manière. On le nourrit d'interactions virtuelles, sociales. Et donc, lui, il traite cette information. Donc, de la même manière que notre estomac traite des aliments, notre cerveau traite des informations. Et forcément, selon les environnements dans lesquels on met notre cerveau, eh ben, il va s'adapter comme il peut selon son architecture, quoi. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, autant, enfin, disons que je pense que la conscience collective est plus avancée sur l'idée de, ok, ce que je mets dans ma bouche va avoir une influence sur ma santé. Et c'est un peu moins clair au niveau du cerveau qui est là justement pour interpréter le monde pour nous. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est très méta, c'est-à-dire que s'il faut que je choisisse bien mes sources pour pas trop me faire influencer sur la machine qui interprète le monde pour moi, bref, un peu Mm. vertigineux quoi. Ouais, un peu. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la santé physique et la santé mentale. Finalement, c'est de se dire, bah, je, ce que j'ingère ou l'activité physique que j'ai a un impact sur mon corps et la santé de mon corps et la santé de mon cerveau d'ailleurs. Mm. Eh Oui. bien, ce que j'ingère et les situations auxquelles je confronte mon cerveau a un impact sur ma santé mentale. Et ouais, les deux vont de pair. Du coup, pour revenir un peu aux entreprises technologiques et aux développeurs, développeuses euh, que tu connais aussi par rapport au fait que tu as travaillé et que tu travailles encore avec les équipes, de ton point de vue, c'est quoi qui frappe le plus ou qui peut impacter le plus en tant que billet la manière dans laquelle on va raisonner ou prendre des décisions dans les équipes d'informatique, des choses que tu constates qui arrivent plus souvent. C'est dur à dire parce que les développeurs, comme tous les êtres humains, sont biaisés au même titre que l'ensemble des êtres humains. Ouais. Ah, donc c'est les mêmes. Je sais pas, il y Ouais, a mais je pense qu'il doit y avoir des structures d'entreprise ou des structures spécifiques à l'informatique. Là, on parle de méthodes agiles, des choses comme ça, Mm. qui peuvent peut-être faire ressortir certains biais. Je sais pas si tu as eu des expériences autour de ça.
Ouais, moi, il y en a un qui me vient que j'ai trouvé un peu prépondérant peut-être chez les développeurs. Il y a un biais qui s'appelle le biais pas inventé ici. Euh, Ouais. Ou qu'on va aussi avoir plus confiance en ce qu'on a produit soi-même que ce qui a été produit par quelqu'un d'autre. Ou aussi l'effet Ikea, c'est qu'on va attacher on va être plus attaché à quelque chose qu'on aura construit soi-même qui aurait été construit par quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'assez présent chez les développeurs, ce truc de, bah non, mais en fait, moi j'ai envie de faire mon code, de comprendre le code, que le code, enfin d'avoir un sentiment de je comprends ce que j'ai fait et du coup j'ai confiance en ce que j'ai fait. Euh, qui est d'ailleurs peut-être aussi une raison pour lesquelles euh, non pas qu'on réinvente la roue, mais c'est que on va avoir du mal à réutiliser peut-être un code ou un outil qui a été fait par quelqu'un d'autre. On va plutôt se dire, allez, je vais ouvrir la machine et moi je vais faire mon propre code et je vais maîtriser mon propre système. Euh, donc j'ai pensé à celui-ci parce que j'ai l'impression que c'est que de l'avoir vu plutôt Mais même, tu vois, quand tu parlais de la perception, je me disais, voilà, quelqu'un qui va aller à une conf ou qui va apprendre une nouvelle techno, en fait, c'est comme quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Donc il y a aussi ce biais de genre, ah non, mais ça serait parfait pour ici, ça serait parfait pour là. Et on est en train de repeindre en gros la stack technologique avec cette nouvelle techno ou cette nouvelle architecture, ou ça c'est pas forcément un choix technologique. Et, euh, et on se demande pourquoi nos camarades d'équipe sont beaucoup moins enthousiastes. Parce qu'en fait, je pense que pour le coup, il y a un biais qui doit jouer là où on se dit, on voit un problème partout alors qu'on ne le voyait pas avant, hein. C'est l'exemple de la bicyclette dont tu parlais. Oui, et puis il y a aussi quand on acquiert un degré d'expertise, ça vient aussi avec l'expertise, c'est-à-dire qu'on va se mettre à voir les choses que les non-experts ne voient pas aussi. Et ça c'est un peu indépendant des biais, mais ça vient du fait d'avoir développé une expertise, même si parfois il y a un biais d'illusion de maîtrise qui peut être quand je commence à m'intéresser à un sujet, je vais avoir l'impression d'avoir compris le sujet et de maîtriser le sujet. Alors qu'en fait, si on creuse le sujet, qu'on devient expert sur le sujet, on prend connaissance de l'ampleur de en fait ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne comprend pas encore. Et les experts deviennent presque plus modestes que les non-experts sur certains sujets. Du coup, quand on voit des gens qui viennent avec une assurance énorme parler d'un sujet On et te voit venir se là, on te voit venir, Katia. lamenter, et puis peut-être que est-ce que en tant que et qui sont vendus en tant que gros experts ou grosses expertes, souvent gros experts, je dirais que expertes, parce que malheureusement c'est bon après on a des tout, hein, mais est-ce que du coup on devrait pas se méfier? Et vraiment, pas se méfier, mais au moins se poser la question, pas croire à 100%, c'est faire attention au fait que ce n'est pas que uniquement la prestance ou la manière de parler qui compte, mais aussi le fond et aller quand même pas croire sur parole tout. Est-ce que ce serait pas un conseil générique? Je dis pas de se méfier de tout, hein, et de penser que tout le monde c'est des guignols, hein, évidemment, hein, c'est pas ça que je dis, mais au moins de pas se faire avoir par la forme. Ouais, dans le cas par exemple de Luc Julia, je pense qu'il bénéficie du biais d'autorité. Mm. Le biais d'autorité, c'est quoi? C'est que on a plus tendance à croire les personnes qu'on estime comme étant des experts ou légitimes dans leur domaine. Voire du coup à les croire sur des sujets qui ne sont pas leur domaine. Mm. Mais comme c'est des figures qui ont gagné une forme d'autorité, on leur attribue plus facilement notre confiance.
quand on y repense, dans les faits, notre cerveau a plutôt raison de faire ça. C'est-à-dire que j'ai plutôt intérêt à croire mon médecin qui a fait des années d'études de médecine et qui a pratiqué quand il me dit il faut que vous preniez ce médicament pour aller mieux. J'ai plutôt intérêt à le croire lui que de croire, je sais pas, ma voisine qui fait totalement autre chose, quoi. Donc dans la majorité des cas, c'est une bonne chose. Mais dans d'autres cas, on se retrouve à donner notre confiance ou du crédit à une personne qui a à ces figures d'autorité, même si en fait le contenu de ce qu'elles disent n'est pas du tout bon. Et c'est là où on a besoin de se dire, ok, cette personne m'a dit ça, est-ce que je peux lui faire confiance, mais aussi est-ce que je peux aller vérifier ce qu'elle dit euh, pour, voilà, je peux aussi de temps en temps remettre en question. Bon, mais après, D'ailleurs, je vais pas le faire à chaque fois, quoi. ben, et en même temps, tu vois, j'ai cherché là depuis tout à l'heure, mais je ne retrouve plus le nom. Mais il y a un biais qui a un nom, mais je l'ai plus, mais qui dit, en gros, on fait quand même modérément confiance à l'IA quand c'est notre domaine d'expertise, parce qu'on voit des choses un peu floues. Par contre, dès qu'on va sortir dehors, on dit, bon, elle est pas très bonne dans mon domaine, mais ailleurs, ça a l'air vraiment bien, quoi. Et du coup, faut se méfier de ça aussi, puisque oui, c'est plus que ce qu'on connaît nous, mais ça veut pas dire que c'est correct ou affabulé, ou enfin halluciné plutôt, parce qu'il n'y a pas d'intention, mais voilà. Du coup, c'est un biais qui, au quotidien, on peut en être, enfin, tous les jours, tu vas l'exercer celui-là. Oui, en fait, Mais le, ouais, tu dis plutôt, par exemple, dans l'IA, quand on va, je sais pas, générer du code et se dire, mais c'est nul, en fait, ces trucs-là, ou c'est faux, ouais, et donc on va pas faire 100% confiance, alors qu'on va se dire, je vais faire une écriture, ou je vais faire une chanson, oh, elle est bien, la ouais, chanson, alors que nous, on n'est pas musicien. Et que c'est ça. c'est une passe, comme récemment, on a vu aussi, un politicien vendre une chanson qui apparemment il a peut-être composé ou finalement il a rien fait dessus et que c'était que apparemment généré par IA. Il y a eu pas mal des, je sais pas comment il s'appelle le politicien, là j'ai pas son prénom, mais il a été assez critiqué cette semaine pour ça. Je mettrai le nom, on mettrait les noms dans les notes, mais c'était assez marrant Mais du coup, par rapport à ça. du Mhm. coup, Muriel, comment, dans ta tête, comment on peut guider les gens pour que dans leur tête, ils trouvent le bon équilibre? C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, quand tu es plus expert et que tu as tendance à douter, bon, déjà, enfin, c'était moins plaisant à passer devant une caméra. Du coup, tu es moins écouté. Déjà, il y a tout un biais autour de ça. Mais même nous, on se dit, OK, celui-là, il a l'air ouais, il a l'air très convaincant. Et puis, il a beaucoup d'opinions. Donc là, on peut se dire, ah, petite alerte, je vais vouloir aller vérifier. Mais à un moment, on peut pas non plus tout vérifier. Du coup, voilà, je sais pas comment on navigue l'équilibre dans ce mode. Ouais, ouais, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de se dire, au-delà de comment est présenté le discours, c'est vrai que c'est compliqué parce que des personnes qui parlent très bien, qui ont des compétences d'éloquence, et qui sont convaincants dans leur manière de s'exprimer, c'est d'autant plus difficile d'avoir un retour critique et de se dire, bon, déjà, se poser la question, qui parle? D'où cette personne parle? Qui est-elle? D'où elle vient et dans quel contexte ou à quel, à quelle, voilà, à quelle institution aussi peut-être il ou elle appartient. Et ensuite, est-ce que ce qui est présenté, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des faits qu'on me présente? Est-ce que ce sont des opinions? Et de se dire, bah, un fait super, je peux moi aller le vérifier ce fait. Et si c'est une opinion, c'est de se dire, ok, cette personne me partage son opinion, c'est son point de vue. Est-ce qu'il en existe d'autres? Et si oui, lesquels? Mais c'est vrai que ça suppose un travail d'esprit critique qui en fait est chronophage parce que c'est faire appel à notre système 2. Et est-ce que du coup je suis prête à y mettre l'énergie pour? Moi je pense que nous avons intérêt à le faire. Mais c'est vrai que je vais pas remettre en question ce que me dit mon médecin ou je vais pas forcément remettre en question ce que me dit
le réparateur de mon lave-linge quand il vient réparer mon lave-linge et qui me dit c'est ça la pièce qu'il faut changer, quoi. Oui, C'est parce que sinon le on risque garagiste. de tomber dans l'extrême opposé et tomber même tomber dans le complotisme quelque Ouais. part. Ouais, c'est un peu ce Euh, que je me demandais, ouais. C'est-à-dire que, est-ce que ça vient des biais, là, c'est cette approche très polarisée, qui a été amplifiée par les réseaux sociaux, et du coup, cette approche complotiste, ou est-ce qu'on va quand même un peu au-delà, là, de ces Bah, trucs, comment t'as dit, inconscients automatique et et inconscient. automatiques, ouais. Ouais. C'est pas forcément la faute des biais, mais les biais peuvent être une forme de catalyseur, j'allais dire. En fait, je pense que la problématique initiale, elle vient plutôt de nos croyances et des croyances qu'on acquiert. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où on a une croyance, c'est-à-dire là, notre cerveau se fait une représentation du monde. Et c'est beaucoup plus facile pour notre cerveau ensuite de trouver des indices qui vont confirmer notre représentation du monde plutôt que de remettre en question notre représentation du monde. Et je pense que c'est ce mécanisme qui est un peu à l'origine des bulles informationnelles qui se créent, notamment dans les réseaux sociaux, les choses comme ça. C'est-à-dire que je vais développer une croyance et en fait, mon cerveau va chercher inconsciemment les arguments, les événements, les choses qui confirment cette croyance. Donc ça va être un truc que je vais liker sur les réseaux, sur machin. Et donc du coup, le réseau social ou Internet va me donner encore plus d'arguments qui confirment ma croyance et ma représentation du monde. Et Et je pense pourquoi on que... fait ça? C'est moins cher de confirmer une croyance que d'aller l'infirmer au niveau du cerveau, je veux dire. Ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est un peu, c'est pour parler un peu en termes de maths, c'est un peu comme si sans croyance, on est avec voilà, une distribution de la réalité, voilà, tout est équiprobable. Et puis, on est confronté à un certain nombre d'événements, de connaissances, d'informations. Et donc, on se forge une représentation du monde et on se fait une distribution statistique, une distribution mathématique du monde. Et donc, en fait, c'est plus facile pour moi d'aller chercher des points qui renforcent ma distribution que de changer ma distribution, quoi. Ça veut dire, ça, c'est quand même plus coûteux. Ça voudrait dire qu'il faut que je change la formule, en fait. Donc, Hmm. c'est plus facile pour moi d'aller chercher un point qui valide ma formule que de changer ma formule. Ok. Et donc, ça, c'est dur de prendre un temps et se dire, attends, je crois ça, mais si ça se trouve, j'ai tort. Est-ce que je suis prêt ou prête à challenger cette croyance? Et là, on arrive plus au niveau presque du débat philosophique, au sens euh, pur du terme. Le débat philosophique, c'est on va essayer de chercher ensemble la vérité. Et la vérité, bah, on la cherche en confrontant les points de vue, en se questionnant, en raisonnant, en remettant en question ce qu'on pensait, jusqu'à ce qu'on s'approche le plus possible de ce qui est la vérité. Mais c'est un vrai effort cognitif, intellectuel, quoi. Et au quotidien, c'est trop fatigant. oui. Oui, puis en tout cas le travail, le système fait qu'on nous demande de faire plus, enfin beaucoup, du coup la notion de non, je vais m'arrêter pour prendre le temps d'activer mon système 2 jusqu'au bout, euh, ben, il n'est pas forcément encouragé en plus. Et ça me fait penser aussi, comme tu dis, que ça nous fait du bien. Donc, de valider nos croyances, ça me fait penser aux fake news de Brigitte Macron, comme quoi ça serait un homme. Moi j'ai suivi comment ça a émergé, tout ça, etc. Et en fait, on voit bien que c'est qu'on a envie d'y croire à ça, on a envie qu'il y ait un gros complot, on a envie d'y croire parce que peut-être qu'on ne peut pas accepter que, sans venir débattre, hein, mais on ne peut pas accepter qu'un homme avec aussi un grand écart soit marié avec une femme beaucoup plus âgée qu'elle depuis des années, parce qu'on ne valide pas aussi le fait qu'à une époque, il avait quoi? Il avait 17 ans, alors, mais est-ce que c'est une relation d'emprise? Bon, en même temps, il est arrivé à être président de la République, donc je sais pas, il a quand même poussé vers le haut, si jamais, tu vois, je sais pas, je me dis juste ça, mais moi j'ai rien, j'ai plus
bah, personnellement, c'est pas non plus des figures qui me passionnent, mais c'est pas pour autant que je vais accepter ces fake news parce que mais je trouve que il y a un peu de ça. Et que ça donne envie que ça soit vrai. Et que du coup, on a envie, parce que ça nous fait du bien, et du coup, on va le pousser et on va donner du crédit à quelque chose qui est complètement farfelu et complètement fou, quoi. Pareil, il y a, et ça, c'est vraiment pas dans l'époque des numériques, il y a, quand j'étais ado, donc on parle des années 2000, donc à peine Internet démarré et tout, il y a eu d'un coup une émission de télé espagnole qui a que moi je suis arrivée à l'école et on m'a dit t'as vu l'émission de télé surprise des gens qui donnaient une surprise, ils ramenaient des gens connus, du coup c'est genre t'es fan de Ricky Martin et il y a Ricky Martin qui est chez toi et ouais on filme ça, etc. C'était ça. Bah du coup apparemment ce qui s'était passé c'est que Ricky Martin devait donner une surprise à une fille et en fait, une fille ado, mais en fait, qui avait un chien qui s'appelait Ricky. Et Ricky Martin était caché dans le placard. Et en fait, la fille a sorti un pot de marmelade. Ouais, et il appelait son chien. Et du coup, un truc chelou. Genre, je vous laisse imaginer les trucs chelous qui se passaient entre les chiens. Cette ado ou jeune adulte, la marmelade et Ricky Martin dans le placard. Toute l'Espagne a cru à ça. Il n'y avait pas Internet. Hein. Même la police est allée investiguer l'émission de télé. Et en fait, c'était faux. Et tout le monde racontait qu'il soit il l'avait vu, soit il connaissait quelqu'un qui l'avait vu. C'est quelque chose qui est resté, ça fait partie de l'histoire d'Espagne, ça. Et en fait, je me suis dit, comment c'est possible qu'un truc comme ça s'est répandu de cette manière-là, à une époque dans laquelle il n'y avait pas de fake news ou autre. Mais je me dis, c'est un peu la même chose. Genre, on a envie d'y croire. Un truc truculent comme ça, et du coup on va aller je sais pas quel mécanisme du cerveau fait que peut-être qu'on va se dire mais en fait c'est une émission de merde, du coup évidemment c'est un truc comme ça qui est arrivé. Bref, c'est des questions que je me pose comme ça. Voilà, histoire d'Espagne, hein, je vous partage. Voilà, en parlant d'un autre, tu vois, Mark Twain qui a inventé, on le sait, hein, 10 fois plus de phrases que ce qu'il a pu faire dans sa vie, mais un mensonge fait le tour du monde pendant que la vérité met ses chaussures. Hein, voilà, donc il y a peut-être un truc comme ça qui est arrivé. Ouais, après, c'est intéressant de. Il y a des chercheurs qui font ça, hein, qui étudient comment l'information se propage, et comment elle circule. Euh, je, Ça, c'est. Ouais, c'est encore d'autres. Ben, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui Mm. rendent là-dedans. Sur le côté, il y a quelque chose de l'ordre aussi de si moi j'ai développé une croyance et que en fait le monde remet en question ma croyance, ça me crée un phénomène de dissonance cognitive. C'est-à-dire je croyais un truc et soudainement le monde il me dit c'est peut-être pas ça et je fais et donc là j'ai deux options. C'est soit je remets en question ma croyance pour que ça colle avec l'expérience que je fais du monde. Soit bah, je transforme ou je contourne ou je justifie les éléments du monde pour que ça colle à ma croyance. Et comme on le disait, bah, c'est plus coûteux de remettre en question sa croyance que d'essayer de dire non mais il y a ça, mais en fait regarde, il y a aussi cette information-là et ce truc-là, non mais en fait ce truc-là il est faux, le vrai truc c'est ça, parce que ça me permet de me rassurer dans ma croyance et ma représentation du monde. Et bien sûr que c'est plus confortable pour mon cerveau d'avoir une représentation du monde stable parce que beaucoup des décisions automatiques et inconscientes qu'il fait, il le fait sur la base de cette représentation. Donc remettre en question sa croyance et sa représentation du monde, bah, ça veut dire que ça remet en question potentiellement tout un schéma de pensée et ça c'est hyper dur et c'est effrayant aussi d'une certaine manière parce que ça veut dire oh, en fait je vais plus être adaptée au monde dans lequel je croyais être. Donc ça c'est un peu flippant. Et du coup, si on revient aux équipes techniques et aux projets de développeurs d'informatique, etc., euh,
comment on peut faire pour que, parce qu'en fait, oui, justement, les biais d'autorité qui peut être là, quand on a des personnes, quand on a nos billets, se rendre compte qu'on a des billets, même en tant que personne d'autorité dans une équipe, est-ce que l'humilité a un rôle dessus? Comment on peut vraiment faire sorte que on puisse se rendre compte qu'on a ces billets dans le travail au quotidien des prises de décision de technique dans les réunions quand on va faire quand on va décider sur qu'est-ce qu'on va développer, etc. Genre concrètement sur des tâches beaucoup plus, oui, Opérationnel. sur des développements en fait. Comment on peut faire pour se rendre compte et comment les personnes qui ont peut-être un plus, sont plus expertes sur des sujets peuvent se rendre compte de ces billets. Comment on peut faire pour... Je ne sais pas si les questions Ouais. est claire. Bah, il y a plusieurs éléments dans ta question. Oui, Euh, pour revenir, tu parlais du mot d'humilité. ouais, Moi, j'aurais plutôt envie d'utiliser le mot d'empathie. Déjà de l'empathie pour soi, de l'auto-empathie, de se dire, bah, ok, je suis un être humain, donc par définition, je suis irrationnel, mais par contre, et je suis biaisé. Mais en même temps, je suis une prouesse de la nature et une prouesse d'adaptation et d'adaptabilité. Et de se dire, bah, je suis imparfait et d'une certaine manière, tant mieux, mais je peux avoir de l'empathie aussi pour ça, quoi, ne pas me mettre la pression sur le fait de devenir un agent rationnel parfait. Parce que sinon, ça veut dire que je ne suis plus un être humain, moi. Ça veut dire je deviens une machine et on peut questionner la rationalité, la perfectibilité, la perfection de la machine. Il y De a un livre qui l'empathie pour s'appelle toi? Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Bref, je sais pas, Ouais. ça c'est pas exactement ce que tu touches, mais bon, ça m'a rappelé ça. On est dans ce sujet-là, ouais. Mm. Et quand on travaille en équipe ou avec les autres, il y a avoir de l'empathie pour la personne ou les personnes en face. Se dire, les personnes en face sont des êtres humains biaisés avec leurs croyances, avec leur représentation du monde. Est-ce que déjà moi je peux faire l'effort de, par empathie, me mettre dans les chaussures de l'autre pour comprendre sa vision, son point de vue, son intérêt? Et je crois que déjà faire ce travail de mais toi, qu'est-ce qu'on voit à travers tes lunettes? Si je comprends mieux pourquoi tu penses ce que tu penses, bah déjà je pense qu'on va réussir à mieux euh, travailler et décider ensemble. Et donc, du coup, j'aurais envie d'inciter à déjà l'empathie. Et puis, deux, la métacognition. Donc, la métacognition, c'est le fait de penser sur comment on pense. Et donc, d'avoir ce temps de ben, pourquoi je pense ce que je pense. Et même en équipe, de dire pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Et peut-être d'avoir ces moments-là et parfois de se le dire et de le verbaliser. Je pense que rien que ça, c'est amener à la conscience de tous et toutes euh, notre chemin de pensée et nos croyances et notre fil de raisonnement, quoi. Plutôt que de rester assis sur ses positions. Moi, je veux qu'on fasse ça. Moi, je veux qu'on prenne cette décision. L'autre qui dit, bah non, moi, je veux qu'on prenne cette décision. Et chacun se chamaille sur qui va gagner sur l'autre, quoi. J'aurais envie de dire, bah, pourquoi tu as envie de prendre cette décision? Pourquoi c'est ça qui est important Ouais. pour toi? Moi, c'est vrai que j'utilise quand, quand on est en position d'autorité et qu'on a une contre-proposition, donc qui va pas forcément dans le sens auquel on avait pensé. Et effectivement, moi, j'essaye toujours de, enfin, j'essaye toujours, j'essaye de justement de dire, ok, donc moi j'avais cette option, la personne a cette autre option. Fais-moi penser à un pourquoi ou deux pourquoi derrière en disant non, en fait, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et donc, ça donne un cadre de réflexion sur lequel une ou d'autres options peuvent du coup naviguer. Donc, ça casse le non, c'est cette décision parce que c'est celle que j'ai prise.
En général, c'est pas parce qu'on a celle qu'on a pris, mais on a l'impression que c'est la bonne, mais on n'est pas forcément capable de mettre les mots derrière. Donc reculer de un ou deux pourquoi, ça permet d'avoir des conversations plus apaisées. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de accueillir accueillir la contradiction d'une certaine manière. Il y a un autre biais qui existe, qui est le biais du groupthink, ou de la pensée unique, on pourrait dire, Conformisme ou ou c'est du autre chose? conformisme, ouais. Le risque, c'est que dans une équipe, les individus soient trop semblables et pensent pareil, et que du coup, les idées ne sont pas forcément challengées. Et peut-être que l'idée minoritaire serait l'idée innovante, en fait. Et donc, ça nécessite pour ça d'accueillir la diversité de points de vue, et plus largement d'accueillir la diversité dans les équipes pour challenger les modes de pensée, les points de vue, et tirer ensemble vers une solution qui n'est sans doute pas la solution que moi j'aurais imaginée et que je n'aurais pas pu imaginer seule, et peut-être une solution que aucun d'entre nous n'aurait imaginée, mais qui aura émergé ensemble de notre capacité à challenger, accepter, comprendre, voir les angles morts, comme tu l'as bien dit Emmanuel, revenir au fond, qu'est-ce qui est important pour nous, et est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins réels de chacun et chacune. La réponse à ces besoins, elle peut prendre des formes différentes. Et le travail créatif qu'on fait ensemble, c'est OK, quelle est cette solution qui répond à chacun de nos besoins et qui peut être une solution à laquelle aujourd'hui aucun d'entre nous n'a encore pensé. Mais du coup, pour avoir des équipes qui sont plus diverses, il faut vraiment que dès le début, dans les entretiens, etc., on favorise les recrutements divers. Mais après, dans la tech, il y a quand même aussi beaucoup de billets des levées d'entrée qui vont faire qu'il y a certains aspects qui vont être évalués et pas d'autres. Donc, du coup, il faudrait que les entretiens techniques et les entretiens pour faire partie des équipes soient aussi évalués sur un prisme d'essayer d'éviter les biais, j'imagine. En tout cas, enfin, je sais pas si c'est éviter les biais, mais c'est éviter peut-être les stéréotypes, ou c'est éviter d'être dans les croyances et de choisir, ouais, de ne faire que choisir des candidats qui nous ressemblent. En fait, c'est intéressant parce que sur les recrutements, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer et qui peuvent entrer en compte. Il y a par exemple le biais, enfin, le biais endogroupal, on va dire. C'est le fait que je vais avoir tendance à favoriser les personnes qui appartiennent à mon groupe plutôt que celles qui n'appartiennent pas à mon groupe. Alors, il faudrait définir groupe, mais ça peut être, je vais me retrouver à favoriser, si je suis une femme, peut-être une femme plutôt qu'un homme. Je vais favoriser une personne qui a fait, par exemple, les études que moi. Parce que du coup, je peux Ouais. m'identifier avec cette personne, je sais ce par quoi elle est passée. Ça peut être quelqu'un qui a la même nationalité que moi. Et puis, selon potentiellement les stéréotypes dont je suis habitée, et si je fais pas un effort de combattre ces stéréotypes, bah, ça peut aller encore plus loin, de me dire, bah, en fait, du coup, je vais me retrouver à recruter quelqu'un qui me ressemble vraiment. C'est-à-dire, bah, dans mon cas, ce serait une femme blanche, française, qui a fait une école d'ingénieur et une thèse. Voilà. Et je me dis, bon, là, c'est bon. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je me rassure en ayant l'impression de recruter quelqu'un que je connais, plutôt que d'aller chercher l'autre, la différence. Où là, ça fait un peu plus peur parce que je vais chercher de l'inconnu et du différent. Donc ça, c'est un premier truc. Et je pense aussi qu'ensuite, il y a la manière dont on recrute. Je pensais par exemple sur des entretiens techniques. Je pense qu'il y a un autre biais qui peut rentrer en jeu là. C'est l'effet Julien Lepers, ou C'est pas sûr. l'erreur fondamentale d'attribution, ça s'appelle aussi, c'est un nom un peu barbare, euh, qui fait que on va forcément désavantager, enfin, la personne qui reçoit les questions est forcément désavantagée. Euh, Pourquoi? Je vais vous décrire l'expérience pour comprendre d'où ça vient. Si on faisait une expérience où on se disait, par exemple,
Euh, Katia, toi, tu vas être l'observatrice. Et Emmanuel, on va dire que on imagine que toi, tu serais celui qui pose les questions et moi, celle qui répond. Et l'expérience, c'est tu dois aller préparer 10 questions de connaissances générales que tu vas me poser à moi, comme si on jouait à question pour un champion. Toi, Katia, tu vas observer. Et donc, toi, tu vas préparer les questions. Euh, et ce qu'on observe là, c'est la personne qui prépare les questions de culture générale, a priori, elle va poser des questions auxquelles elle sait répondre. Elle va choisir, elle va pas aller choisir, elle va connaître les réponses en avance aux questions. Mais ces questions choisies de culture générale ne correspondent pas forcément à ce que moi qui vais être interrogée, à mon paquet de Ta sphère de connaissances générales. connaissances, quoi. Et toi, Katia, tu vas observer le temps de questions-réponses. Et en fait, tu vas voir qu'Emmanuel, il me pose des questions. Et puis, sans doute, moi, il y a des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Et lui, à chaque fois, il va donner la réponse. Il va dire, la réponse, c'était ça. Et si je te demande, à ton avis, qui de nous deux a une plus grande culture générale, tu vas avoir tendance à dire, Emmanuel. Lui, il avait les questions, il savait répondre aux questions. Muriel, elle ne savait pas trop répondre aux questions. En même temps, il a des lunettes, hein, en Voilà. plus. Donc, c'est Et pour c'est ça. un homme. C'est bien connu. Et en fait, du coup, ce que ce dispositif montre, c'est qu'en fait, le dispositif de question, il est biaisé au démarrage. C'est-à-dire qu'on ne vient pas questionner mes compétences Ouais. ou mon champ de compétences. On vient me questionner sur le champ de compétences d'Emmanuel. Ouais. Hmm. Ouais, c'est un peu une variante du biais du survivant où on se dit, ah bah lui, il, il a fait quelque chose de bien, mais non, en fait, il y a soit l'effet du survivant, et du coup, on généralise sur ça. Du coup, on ne voit qu'un sous-ensemble. Et juste pour Ouais. info, le biais du survivant, je crois que c'est en Seconde Guerre mondiale, peut-être la première, mais les avions se faisaient canarder, et donc quand ils atterrissaient, les gens regardaient où il y avait des trous et ils blindaient là où il y avait des trous. Mais en fait, là où il y a des trous, c'est là où l'avion a réussi à survivre sans se cracher. Donc en fait, là où il n'y a pas de trous, c'est là où il faut, enfin, idéalement, renforcer. En tout cas, c'est intéressant en fait. Je connaissais pas ça, donc c'est bien important aussi de mettre ça dans l'eau des entretiens, de pouvoir poser des questions qui forcément moi en tant qu'intervieweur peut-être que je connais pas la réponse ou que c'est pas. Oui, Mais pour avoir c'est essayé, c'est très ouais. dur parce que par Mm. définition, tu vas poser des questions sur un domaine où il faut que tu connaisses à peu près. Du coup, tu es déjà un peu dans ton domaine. Tu as déjà amené de toi dans la génération des questions. Ouais. Après, il faut voir que il y a plusieurs choses qui jouent, mais dans un recrutement, c'est toujours l'enjeu de revenir à la compétence. C'est quoi la compétence dont j'ai besoin et la compétence que j'évalue? Et j'imagine, vous, dans des métiers très techniques, ça peut être de se dire, je donne je veux évaluer une compétence technique, donc je vais donner un problème technique à la personne, mais même peut-être, idéalement, je vais lui donner avant même de la connaître, avant même de savoir si c'est un homme, une femme, d'où il ou elle vient. Je vais juste tester sa capacité à résoudre ce problème technique que je Hmm. sais est nécessaire pour le poste auquel cette personne postule. Et c'est toujours cette idée de revenir à la compétence. Parce que si on s'éloigne justement de la compétence, on peut très vite être attiré par être biaisé vers nos représentations et aller vers ce qui nous met en confiance, mais ce qui nous met en confiance n'est pas forcément ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins du poste. Oui, après il y a d'autres. Après parfois il y a d'autres qualités, d'autres choses qui peuvent être super importantes, comme la capacité de la personne, peut-être qu'il n'est pas compétent sur ça, mais ses capacités à l'être, à le devenir, ça peut être plus important qu'un instant T soit capable de faire quelque chose. Mais plus là, et ça c'est beaucoup plus dur à évaluer, je pense. Mais c'est très intéressant, ouais. Oui, oui, ça veut dire que en entretien, je veux trouver une manière d'évaluer la capacité du candidat ou de la candidate à apprendre, à son appétence pour apprendre et sa capacité Mm, d'apprendre à apprendre. Donc ça mm, veut dire que je vais pas forcément lui poser des questions techniques,
mais je vais aller lui poser des questions ou lui faire faire des choses qui vont me permettre d'appréhender sa capacité d'apprentissage et sa motivation à apprendre quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, mais je mise sur le fait que, en fait, ça, elle va l'apprendre. Hmm. Et du coup, bah, on arrive un peu, ça fait 1 heure qu'on est là, ça passe vite, ça passe vite. Euh, pour finir un peu, du coup, pour qu'une équipe puisse devenir une équipe qui fonctionne mieux, qui a des équipes de coups diverses, que on remet en cause certaines décisions, la manière dans laquelle certaines décisions sont faites, etc. Euh, quelles sont les choses qui pourraient mettre en place ou un conseil que tu passerais aux équipes pour pouvoir démarrer à se remettre en question peut-être, je sais pas. C'est très, très grande comme question à nouveau. Plusieurs Ouais. sujets. Bah, ce que j'aurais envie de dire, on a besoin de mettre en place des conditions de travail sécurisées, sécurisantes, dans lesquelles les individus se sentent suffisamment bien pour pouvoir du coup faire, dire, exprimer. J'aurais envie qu'on se rappelle que nous sommes des êtres biologiques, traversés de besoins primaires physiologiques, de besoins affectifs, traversés par des émotions. Et que je pense que l'environnement de travail a besoin d'être avant tout un environnement humain ou un endroit où on se sent suffisamment en sécurité pour faire ensemble. Donc moi, j'aurais envie de dire, bah, revenons au truc de base. Il y a un espace dans lequel on peut se parler, on peut être au chaud ou au frais, s'il fait froid dehors ou s'il fait trop chaud dehors. Enfin, vraiment les choses de base, mais de mettre l'organisme vivant dans des conditions confortables et agréables. Donc c'est vraiment repenser qualité de vie et bien-être au travail. Si mon cerveau il est pas dans un endroit où il se sent en sécurité, bah il peut pas, il va se préoccuper de sa survie en premier avant de se préoccuper de comment il pense. S'il n'a plus besoin de se préoccuper de sa survie, il peut commencer à se poser la question, eh mais en fait comment je pense? Et du coup, d'où l'importance du télétravail parfois aussi, parce que si on est... non, mais c'est clair, hein, parce que si on est capable de gérer notre vie personnelle et vie professionnelle au mieux et pouvoir s'adapter, on est mieux et du coup, on peut aussi travailler mieux avec les autres, même si on ne le voit pas forcément à chair et... parce que moi, par exemple, ça fait des années que j'ai pas vu certains de mes collègues, mais par contre, je me sens très safe et on peut en discuter tout le temps. Et c'est très, très clair. Il n'y a pas de filtre. Il y a pas de filtre. Il y a des filtres évidemment, mais il n'y a pas, il y a pas de la malveillance. Il y a une confiance absolue dans ce qu'on fait ensemble. Et ça, pour le coup, c'est avec des gens que je côtoie que via online, soit à l'écrit, soit au parler, mais qu'on ne se voit pas forcément dans la même salle. Et pourtant, il y a cette clim de confiance et de pouvoir discuter et de pouvoir avancer ensemble. Voilà, je voulais juste dire ça parce que parfois, j'ai justement senti le contraire. Parfois, quand j'étais il y a des années, quand j'étais dans des clients où à un moment donné, il n'y avait pas ça. Et t'as beau être avec tes collègues au quotidien, tu sens que t'es pas bien. Et c'est pas une question de télétravail, hein, c'est vraiment une question des gens avec qui tu es. Ça va pas du tout en fait. Et pourtant on est au quotidien. Et normalement l'humain est là beaucoup plus aux côtés. Et il y a plus de confiance. Tu te sens pas à ta place et c'est dur. Donc ouais, totalement, ça m'a totalement parlé ce que tu viens de dire. Après, Ouais. tu as des expériences de... Parce que là, il y a deux cas, hein, enfin, le premier, c'est une équipe qui a envie de progresser collectivement. Donc, je sais pas s'il faut faire un métacognition stand-up ou des petits moments où on se dit, tiens, alors, on va essayer de lister les biais qu'on a eu cette semaine ou enfin, un truc pour jouer à rendre les choses explicites. Peut-être ça marche. Mais après, Katia, tu montres un truc où
il y a une culture d'une équipe que tu rejoins ou tu te sens impuissant à l'influencer vers ce que tu penses être quelque chose de mieux. Donc peut-être que là, tu penses qu'il y a trop de biais et que tu as envie de corriger. Et ça, c'est plus challengeant, je pense, parce que s'il n'y a pas un choix collectif d'aller bouger, ben faut l'amener cette énergie. Donc Ouais. après, voilà, question à 1000 francs, quoi. Mais C'est ça. Et là, on est carrément au-delà des biais. Là, ça devient, c'est vrai, comment, c'est quoi une culture d'entreprise, une vision partagée et c'est quoi, puis ça commence par soi, hein, de se dire, est-ce que moi, je crée les conditions de confort pour les personnes avec lesquelles je travaille? Et, ouais. et, et c'est pas forcément évident, mais d'avoir parfois le courage de se dire, d'aller demander, bah, euh, Katia, est-ce que tu veux me faire un feedback sur la manière dont on travaille ensemble et comment tu te sens dans la manière dont on travaille ensemble? Est-ce qu'on réajuste le tir ou pas, quoi? Mm, Et c'est pas évident, mais j'aurais tendance à penser que ça commence par là aussi, quoi. mm. Euh, ouais, bah c'est trop bien. Et on peut aussi faire appel à toi, sinon, de temps en temps, si on a besoin. Et aussi, tout à fait, ça fait partie des choses. Voilà, moi, dans le cadre de mon travail, ouais, Et j'accompagne des équipes. Je travaille Mm, avec une entreprise qui s'appelle Kenobert. Kenobert, ça veut dire coopération en breton. mm, hmm, Donc, c'est vraiment l'idée d'accompagner les collectifs sur les questions de coopération et ça passe par différentes formes, hein. Ça peut être de la formation sur les compétences relationnelles, et donc individuelles, les compétences pour devenir manager, pour prendre la parole en public, pour exprimer ses émotions. Ça peut être de l'accompagnement d'équipe, soit via des séminaires d'équipe, du coaching d'équipe ou du coaching individuel aussi. Donc ça prend des formes assez variées. Et après, l'improvisation théâtrale. ah, j'ai pas, moi, je suis pas du tout, j'ai aucun billet par rapport à ça, Hein? moi. N'est-ce pas, Katia? Ah, zéro billet, et moi, ça, par ça rapport à fait quoi? l'impro. Tu fais sortir des équipes et tu leur fais faire de l'impro. Alors, l'improvisation théâtrale, quand j'amène l'improvisation théâtrale en entreprise, soit ça peut être dans un cadre de activité de cohésion d'équipe, donc c'est 2 heures d'initiation à la discipline, voilà, pour créer ensemble. Mais sinon, ça va être, moi, par exemple, en tant que formatrice, je vais utiliser des exercices qui viennent de l'impro pour travailler une compétence relationnelle sur laquelle on travaille en formation. Donc, c'est une manière détournée d'une certaine manière. Et après, nous, comme on est... T'as un exemple, par exemple, tu vas leur dire, vous n'avez plus le droit de dire non dans la conversation dans les 5 prochaines minutes. Il faut qu'ils ouais, acceptent les trucs, par exemple. Ouais. ça pourrait ressembler à ça, ouais. Ou ça peut être prendre un exercice d'échauffement qu'on fait d'habitude en impro, que je vais présenter Hmm. comme exercice, mais où derrière, on va débriefer sur, attendez, mais là, dans cet exercice, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mécanique vous avez mis en place? Bah justement, ce truc-là, ça fait référence à tel ou tel outil qu'on est en train de travailler. Et D'accord. après, c'est des mises en situation. Nous, on est improvisateurs, improvisatrices, donc on fait des mises en situation. Exemple, je sais pas, une formation sur la relation clientèle. Bon, bah moi, je vais jouer la cliente relou et il faut me gérer. Et appliquer un peu les choses qu'on a vues en formation pour se tester un peu en conditions presque réelles, quoi. Non, mais c'est trop bien. Ben, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir, Muriel. On a énormément appris, hein. Je sais pas toi, Manu, mais moi, Ouais. Ah ouais, non, c'était j'ai, top. c'était Et je peux vraiment top. rajouter une question? Je peux rajouter une question? Ah, Est-ce, il est-ce, veut pas, il veut gratter est-ce du que temps, tu il veut suis... gratter. Ouais. Non, est-ce que tu suis encore un petit peu la recherche et c'est quoi en gros la recherche en pointe ou en cours en fait sur les biais? Déjà, j'espère que ça continue la recherche sur les biais, mais tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé dans les 2 dernières années, 3 dernières années? Je saurais pas dire parce que j'ai quitté le monde académique depuis un moment et je le suis Ouais. seulement de loin. Donc, et après, il faut voir que le temps de la recherche, il est long. Il est beaucoup plus long que d'autres temps. Faut voir, hein, par exemple, une thèse, bah, moi j'ai mis 4 ans à faire ma thèse et en réalité, mon apport à la science est vraiment infime. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait en thèse, avec les moyens aujourd'hui, ça prendrait moins de temps, certes, mais le temps de la recherche est long.
Donc, je sais pas si ça a beaucoup bougé en 2-3 ans, mais oui, forcément, la recherche continue. Je pense que malheureusement, euh, en France, on n'est pas encore suffisamment bon sur la communication scientifique et la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire passer D'accord. la recherche des labos au grand public. Moi, pendant longtemps, c'est ce que je voulais faire, mais en fait, il n'y a pas tellement de budget alloué à ça, il y a peu de postes, il y a peu de... et donc, je pense que c'est un frein au fait de permettre au grand public d'accéder aux avancées de la recherche. Donc, j'aurais un souhait, ce serait que peut-être se développe davantage. Ouais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font de la vulgarisation finalement et qui se mettent à leur compte pour pouvoir faire ça. Euh, Ouais, ouais, et c'est super. ouais. Après, je pense qu'il nous manque quand même encore plus de liens et de Mm. ponts entre vraiment les Entre chercheurs les qui deux, ouais. font la recherche et, euh, et le grand public. Et je pense que ces passerelles sont encore Ouais, insuffisantes. par exemple, je sais pas, enfin, on peut critiquer les États-Unis, mais c'est vrai que les passerelles entre la recherche, l'exploitation, l'expérimentation au sein d'une boîte, voire même la création d'une boîte sur une idée, elles sont beaucoup plus systématiques et du coup fluides que ce que Mm. moi j'ai pu voir en France. Bah, oui, globalement, dans le monde anglo-saxon, il y a Ouais. une place plus importante qui est donnée à la communication scientifique. Les Anglais aussi sont très bons là-dessus, hein. Ils ont National Geographic, ils ont, Mm. enfin, il y a vraiment des budgets qui sont dédiés à transmettre la science, quoi. Mm. Donc ça, c'est bon. Peut-être un jour, je m'y remettrai. Ouais. Bon, bah, Ah, en tout merci cas, beaucoup. merci. Ouais. Ouais. Ouais, t'as d'autres questions, Manu, ou c'est Non, je vais bon, arrêter. c'était... Bah oui, Ouais, j'en ai ok. d'autres, mais je vais arrêter. Ouais, on en a plein. Merci Bah, en tout écoute, cas pour l'invitation. C'était bah, avec grand très plaisir. plaisir passé. Merci beaucoup à toi d'avoir été là parmi nous. Et puis, euh, bah voilà, et toutes les gens qui sont en train d'écouter maintenant, bah, plus d'esprit critique et de analyse des billets Ouais. tout en étant gentil et empathique avec soi-même et avec les autres. Ouais, mais sans stresser parce que globalement ça marche plutôt pas mal en fait. Oui, oui, On a oui, commencé par ça, donc autant aussi finir par ça. La oui, machine, enfin plutôt l'approche, elle marche quand même plutôt bien la plupart du temps. Donc c'est bien oui, d'être conscient et peut-être pas en faire une phobie ou ouais. voilà. Mhm. C'est pas, ouais, la lutte anti billet. Anti-billet. J'adore parce Ouais, que quand tu je dis pense billet, ça que fait billet, donc Ouais, on peut jouer oui, sur les bon, oui, mots. un petit peu. ouais, Moi, je pense que l'enjeu, il est pas tant sur. On va pas modifier nos biais. C'est comme si on disait, venez, on va vous enlever l'estomac. On n'a pas trop envie de ça. Mais par contre, je pense qu'on peut jouer sur l'environnement. Nous sommes des êtres doués d'une très grande capacité d'adaptation. Et donc, si on Hmm. veut changer les comportements ou les modes de pensée, il faut commencer par changer l'environnement dans lequel on évolue. Et notre cerveau, notre corps va faire le job de s'adapter. mm, ok, Enfin, c'est ce que je crois. ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, c'est Merci quand les beaucoup, ouais. prochains épisodes, du coup, en janvier, là, maintenant, en 2026? Ouais, alors non, parce que demain on va faire une interview Ah, sur bah, tu vois. Kotlin, Mm. donc très technique pour le coup. Ouais, rien à voir. Euh, voilà. Mais tout ça, c'est du live. Et donc, effectivement, cette interview-là, on va voir si je la poste avant la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Ensuite, un épisode news. Et puis, je pense que l'épisode Kotlin non live, il sortira après, ouais, hein, mi-janvier ou fin janvier. Voilà. Ça marche. Ok. Bah, en tout cas, merci. Et puis, bah, à bientôt, bah, tout le monde. Ouais, Avec Allez. plaisir. Et tu ça mets la marche. musique à nouveau ou pas? Non, là, on la met pas Ah parce oui. qu'elle est trop Ok. longue. Alors, elle est beaucoup plus longue. Et après, du coup, on va faire tétélélé. Mais bon, je la mettrai à la fin. En Ça tout cas, marche. t'as des grands merci là des gens qui nous Oui, suivaient, voilà, Bruce et Audrey, voilà, qui ont trouvé ça super intéressant. Merci à tous trop les deux. bien. Voilà, si on a pu planter des petites graines, c'est cool. Super. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.